Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 162. Et dans cette chronique, je vais essayer de traiter, maintenant que la distance est de mise concernant les années de plomb, alors que pouvons-nous tirer de ces années? Finalement, comment pouvons-nous introduire une explication globale de la situation des 10 années de plomb ou des 10 années de guerre civile ou de terrorisme aveugle qui s'est passé effectivement en Algérie. Alors, essayons en introduction de glisser effectivement les principales prémices du conflit entre, tout d'abord, d'une manière plus synthétique, les régimes arabes nationalistes, à tendance philo-sociale, et les mouvements islamistes au Moyen-Orient, puisque ces mouvements s'auto-influencent d'une manière générale, notamment en Irak et en Syrie bassiste, ainsi que je dirais, sans oublier bien entendu, sous Nasser, où était absente, et là il faut le signaler, d'Algérie à la fois avant la Révolution et pendant les 2 premières décennies de l'indépendance après 62. Alors, d'abord je voudrais dire qu'à la différence du nationalisme arabe laïque du Baas, qui fut effectivement la source du pouvoir aussi bien en Irak qu'en Syrie, et également dans une autre mesure la philosophie de la révolution de Gamal Nasser, je dirais que le nationalisme algérien était explicitement musulman. Il ne cachait pas effectivement que dès les prémices du soulèvement pour l'autodétermination et l'indépendance de l'Algérie, l'islam fut également, je dirais, intégré dans cet élan. On peut même dire qu'à la différence du mouvement très élitiste des officiers libres, qui prit le pouvoir en Égypte en 1952, le Front de libération nationale, était issu d'un mouvement nationaliste populaire et social, mobilisa effectivement une multitude, voire toutes, je dirais, les tendances, y compris bien entendu islamiques entre guillemets. Tout cela, bien entendu, intégré dans le corpus de l'anticolonialisme algérien, et le conflit entre, par exemple, le régime de Nasser et la Société des frères musulmans n'a pas d'équivalent en Algérie. Bien qu'étant une extension, je dirais, du mouvement de la Salafia, dont découlent les frères musulmans, le mouvement de réforme islamique, Al-Islah, des dernières décennies de l'Algérie coloniale, n'est devenu, je dirais, absolument pas un concurrent du FLN. Mené bien entendu, pour faire un peu d'histoire, depuis 1931 par l'Association des Ulama musulmans algériens, la OMA, du Shir Ben Badis, je dirais qu'il a grandi en dehors du parti du peuple algérien, le PPA nationaliste, et ne partageait pas initialement, je dirais, l'objectif de ce dernier, à savoir bien entendu la rupture avec la France. Par la suite, cependant, il faut bien préciser qu'il fut influencé par la tendance nationaliste. Ça, c'est une chose qui est claire. Premièrement, la nation, secondo, le social, et après, effectivement, le culturel, donc le religieux. Alors, l'AOMA épousa les objectifs de guerre du FLN en janvier 1956. Le rallia par la suite et fut représenté au sein de sa direction à partir d'août 1956, et les membres de l'AOMA ont servi également dans les rangs de l'armée de libération nationale du FLN, et plus précisément l'ALN. Alors, le FLN a conquis le monopole de la représentation des musulmans algériens entre 1954 et 1962, en obtenant bien entendu le ralliement des principaux mouvements qui existaient déjà et léga à l'État indépendant une formidable
capacité, je dirais, de récupération. Alors conscient, bien entendu, de l'impact du mouvement de Ben Badis, le FLN avait clairement signalé l'aspect islamique de son projet dès le début de la guerre. Alors bien entendu, quand on parle d'aspect islamique, entendons-nous bien, hein, cela fait partie de l'identité algérienne et non pas d'un modèle de société de type califat ou de type émirat ou de type république islamique, hein. Que les choses soient claires. Ces concepts sont apparus effectivement à l'aune des années 80 jusqu'à nos jours. Alors, bien entendu, finalement, au fond, les idées de l'AOMA, donc la fameuse organisation des ulama musulmans ou d'association des ulama musulmans algériens, la promotion d'un islam réformé, scriptural et puritain, ainsi que, bien entendu, enclin à une certaine forme d'arabisation, l'État indépendance, je dirais, a donné dans ses directives une sorte de suivi du mouvement. Alors, la Constitution de 63, proclamait l'islam religion de l'État et stipulait que le chef de l'État devait être un musulman, principe réaffirmé dans la Constitution de 1977. Le gouvernement comprenait un ministère des Affaires religieuses, exerçant bien entendu une tutelle sur le champ religieux, faisant des imams et des fonctionnaires salariés, créant des instituts islamiques pour former les futurs cadres religieux et assurant l'organisation du pèlerinage annuel, effectivement, que ce soit la Umrah, le petit pèlerinage, ou le Hajj, en l'occurrence à la Mecque. Alors les anciens de la OMA ont alimenté les effectifs du ministère et autres organismes associés, notamment le Haut Conseil islamique, et ont également joué des rôles, je dirais, directeurs dans les appareils étatiques d'éducation. Les médias contrôlés par le gouvernement et même au sein, je dirais, de l'armée, qui fut intégrée dans cette organisation puisque populaire. Alors les idées salafistes, bien entendu, ont alimenté les campagnes officielles dirigées au début des années 70 contre certaines confréries soufis. N'oublions pas que ces mêmes confréries ont été très importantes pour conserver en leur sein l'identité musulmane de l'Algérie. Beaucoup, je dirais, de ministres et d'hommes politiques algériens sont passés dans ces confréries. Et pourtant, nous constatons que des campagnes contre la dégradation des mœurs lancées par le gouvernement en 1970, laquelle a stigmatisé certaines influences culturelles de type, on pourrait qualifier d'occidental. En 1976, le statut officiel de l'islam a été réaffirmé dans la charte nationale adoptée par référendum et les jeux d'argent proscrits et le week-end musulman introduit. Alors tout au long de cette période, les activistes islamiques ont agi comme un groupe de pression et le caractère musulman de l'État a été mis en exergue à maintes reprises sous la présidence de Houari Boumedienne, de 1965 à 1978, et n'a pas été sérieusement remise en cause. Les islamistes qui ne participaient pas directement, je dirais, au pouvoir, revendiquaient des changements politiques et les tenants de l'islam officiel pouvaient s'appuyer sur ces revendications pour obtenir davantage de concessions dans les débats internes du gouvernement. Et pourtant, même à cette époque, à l'époque de Houari Boumedienne, certains islamistes ne se suffisaient pas effectivement de ce nouvel État algérien et ont commencé effectivement à, je dirais, définir une ligne tout à fait indépendante et diamétralement opposée avec le gouvernement en place, les qualifiant de tyrans ou de gouvernements athées.
Bien entendu, cela s'est effectué jusque dans les années 80 où le recours à la violence par les islamistes était pratiquement inexistant puisque le système de Ouari Boumedienne était un système extrêmement discipliné et tenu. Alors la première révolte armée importante à afficher un aspect islamique fut celle de Mustapha Bouyali, à la tête d'un petit mouvement de maquisards, le mouvement islamique algérien, le MIA, dans l'arrière-péri d'Alger entre 1982 et 1987, lorsqu'il fut tué. Et Bouyali était un ancien de l'ALN, ainsi que du Front des forces socialistes, le fameux mouvement de Haït Ahmed. Après quoi, il avait rejoint le FLN pendant un temps et ses références islamistes étaient plutôt vagues. Il n'appartenait à aucun des courants majeurs d'activisme islamique qui s'étaient développés à la fin des années 70 en faisant le choix soit des frères musulmans, soit des salafistes. Et donc, au début des années 80, et en particulier ce courant, je dirais, salafiste, encore moins puisqu'il fut effectivement muni d'une aile djihadiste, comme l'a, je dirais, confirmé énormément de commentateurs algériens à l'époque. Alors, quand on analyse effectivement le discours de Bouyali et ses références, on ne peut pas parler, je dirais, de salafia djihadiya, c'est-à-dire de mouvement salafiste pour la prédication ou pour le combat, tel qu'on pourrait le traduire. Alors le MIA, c'est-à-dire n'était pas mu par une idéologie forte et homogène. Effectivement, il n'y avait pas encore, je dirais, l'influence et l'émergence des pays du Kharij, c'est exactement les pays du Golfe. Et le discours de Mustapha Bouyali empruntait quelques accents à la salafia, mais il était, je dirais, soyons honnêtes, assez simpliste, pas très creusé et encore moins cherché. Et je dirais même, sans avoir peur qu'on puisse me le reprocher, il était plus populiste qu'autre chose. Alors il serait plus exact de qualifier le MIA de Bouyali de rejeton rebelle de la tradition entre guillemets du FLN-ALN et qui s'est exprimé dans un registre islamique conformément au ton idéologique des années 80. Tout, je dirais, comme la rébellion précédente du FFS s'était exprimée en termes socialistes à la façon des années 60. Effectivement, on peut faire une petite analogie avec l'Alliance du Nord en Afghanistan. Massoud se revendiquait de l'islam, mais en fait, il opposait l'islam des Lumières ou des Lettres ou de l'islam de la philosophie à l'islam, je dirais, intégriste des talibans. Chacun y allait bon train de sa conception, effectivement, de l'islam, mais Massoud était plus effectivement un populiste qu'autre chose. Donc ça c'est pour un petit peu étayer et pouvoir appuyer cette analogie. Alors revenons à l'Algérie. Au début des années 80, le mouvement islamiste algérien s'était sensiblement développé, reflétant en partie l'influence de tendances régionales plus larges, mais le nouveau régime du président Chadli à l'époque a également encouragé ce mouvement, souvenez-vous, à l'instar de Sadat en Égypte dans les années 70, en se servant des islamistes comme supplétifs dans sa campagne contre les hauts dignitaires restés fidèles aux politiques de l'ex-président Boumedienne, et particulièrement dans sa purge, je dirais, au sein de l'Union nationale de la jeunesse et de l'Union générale des travailleurs. Car Chadli avait voulu un courant orienté vers des réformes, abandonnant bien entendu le capitalisme. On connaît la suite au niveau de l'oligarchie et effectivement d'un capitalisme, je dirais, brutal et mafieux, et se servant effectivement des islamistes anticommunistes et antisocialistes. Donc, pour ce qu'il en est, la
chose est dite. Et en même temps, je dirais même que le ministère des Affaires religieuses permettait à des centaines, et finalement au fond des milliers de nouvelles mosquées, appelées les mosquées libres, qui commençaient à être bâties sur initiative privée, puisque l'abandon du registre socialiste, donc automatiquement de la responsabilité et de l'engagement de l'État au profit d'initiatives privées, ont permis effectivement à certains de pouvoir échapper au contrôle de l'État. Alors leurs imams, soumis à aucune tutelle ou même vérification ministérielle, et s'appuyant sur des fidèles locaux, étaient libres de se livrer à des sermons enflammés, fougueux, mélangeant un peu tout, s'appuyant effectivement peut-être une réalité factuelle de cette nouvelle oligarchie sur les ruines du socialisme, qui effectivement luttait dans ses prêches à la fois contre la corruption, sans doute effectivement euh, avec raison, mais en même temps en y glissant d'autres messages largement plus sulfureux et surtout dotés d'irresponsabilité pour la destruction de cette nation. Alors à cette époque, je dirais que le mouvement islamiste exhibait déjà plusieurs tendances distinctes. Il existait, je dirais, deux variantes de la tradition des salafs, salafistes. Alors celle des tenants de l'islam officiel, ancien de l'AOMA, donc l'association des ulama algériens, et de la tradition réformiste de Ben Badis, notamment Abderrahman Chiban. Alors que leur fonction consistait en fait à préserver la légitimité de l'État, ils ont cherché à garantir la conformité des politiques gouvernementales, je dirais, à l'enseignement salafiste, ainsi qu'à récupérer les courants émergents de l'activisme islamique, sorte d'islamistes perdus. N'oublions pas que les vétérans dissidents de l'AOMA, notamment le Shir Abdelatif Soltani et Shir Ahmed Sahnoun, agissant en dehors de l'islam officiel, développant un discours ciblant la décadence de la morale, et je dirais ainsi que la corruption en haut lieu, et servant de mentor à une nouvelle génération de prédicateurs, dont effectivement le funeste Ali Ben Haj et El-Hashimi Sahnouni. Et c'est ce courant qui, finalement, au fond, devenait la doxa ou la praxis, et qui prédomina dans les mosquées qu'on pourrait qualifier à l'époque des mosquées privatisées, que certains ont appelées les mosquées libres, ou les mosquées d'une révolution orange teintée effectivement de couleur verte, n'ayant pas réussi, mais ce fut la première révolution entre guillemets arabe, dont Dieu merci, l'issue n'a pas réussi comme l'auraient voulu leurs détracteurs extérieurs et intérieurs. Alors il existait également, pour revenir à toutes ces tendances, deux variantes de la vision des frères musulmans, les Ikhwan Muslims. Une tendance internationale, affiliée aux frères musulmans et menée par Mahfoud Nahna, qu'on a appelé également le Hamas, et une tendance locale dirigée par Abdallah Jabala, influencé par le mouvement égyptien, mais quand même, je dirais, un peu comme le Parti communiste italien qui avait su prendre je dirais, sa distance avec Moscou, et Jabala a su prendre également, selon lui, une certaine distance avec le mouvement des frères musulmans égyptiens. Alors enfin, il y avait un courant spécifiquement algérien qu'on a appelé les jaziristes. Bon, inspiré en partie par les idées du penseur islamique, que je vous invite à lire, parce qu'il est très peu connu. Je vois nombre d'Algériens qui, je le déplore, n'ont pas lu ce penseur. Il s'agit bien entendu, imaginez, il s'agit de Malek Ben Abi, le chariati algérien. Donc, alors,
Malek Ben Abi, connu sous le nom de la Jazara, donc les algérianistes, ce groupe se distinguait, alors il faut bien préciser que c'est grâce à lui que les frères musulmans n'ont pas pu être présents en Algérie. Que les choses soient claires là-dessus. Alors ce groupe se distinguait par l'élément de modernisme présent dans ses conceptions et son acceptation de l'idée de la nation algérienne, mais aussi son élitisme intellectuel, et malheureusement il n'était influent que dans les universités, puisque effectivement ses ouvrages sont quand même d'une haute qualité, contrairement au discours de Bouyali. Alors, finalement, aucun de ces mouvements que je viens de citer ne représentait un défi sérieux pour l'État, bien que le fils ait été largement composé d'éléments issus de l'aile dissidente de la salafia, comme je viens de l'expliquer, et de la variante locale des frères musulmans. Ceci ne permet pas, bien entendu, parce que la situation est très complexe, je n'apporte qu'une petite lumière, mais chacun peut avoir effectivement une vision un peu différente, tout en ayant, je dirais, les mêmes aspects en matière d'explication historique sur ce qu'il en est des grandes lignes. Alors, bien que je disais que le fils ait été largement composé d'issues assez dissidentes et d'une certaine variante, je dirais, des frères musulmans, eh bien, ma foi, le Front de Salut Islamique, le fameux fils, portant, aussi étrange que ça puisse paraître, une appellation typiquement française, tout en ayant la détestation de cette même langue, on n'en est pas une contradiction prête, a été fondé en mars 1989 et légalisé en tant que parti politique au mois de septembre suivant. Trouva bien entendu rapidement du soutien, particulièrement parmi les classes pauvres. Yank finalement a utilisé ce que les oligarques depuis Chadli, par ce grand virage à l'économie de marché et au capitalisme et l'introduction de la Banque mondiale et du Fonds monétaire, dont les conséquences ont rapidement été utilisées, voire utilisables par les islamistes eux-mêmes. Alors, bien entendu, c'est une des raisons pourquoi il a trouvé particulièrement un soutien sans faille parmi beaucoup de classes pauvres des grandes villes et de la jeunesse urbaine. Il remporta le 12 juin 1990 une écrasante victoire aux élections des assemblées municipales et régionales, ce qu'on pourrait qualifier comme étant les premières élections pluralistes en Algérie depuis l'indépendance. Alors je dirais que malgré la répression de juin-juillet 1991, au cours de laquelle ses dirigeants Abbassi Madani pour les deux chefs historiques et Ali Belhaj, ainsi que nombre d'entre eux, je dirais, ou d'autres activistes qui furent arrêtés, le parti arriva largement en tête lors du premier tour du scrutin, donc des élections législatives, le 26 décembre 1991, ce qui le plaçait en très bonne position pour le gain d'une majorité massive à l'Assemblée nationale. Alors là, on rentre dans un phénomène de spéculation. Si effectivement, puisque ça ne s'est pas passé, si, allez, je donne mon opinion, et c'est tant mieux, ça n'engage que moi, si le second tour était déroulé, il aurait été effectif le 16 janvier 1992. Au lieu de cela, le 11 janvier 1992, les chefs militaires ont contraint le président Chadli à démissionner et ont annulé les élections. Au cours des jours suivants, ils créèrent un haut comité d'État pour servir de présidence collective pendant le reste du mandat de Chadli et appliquèrent une loi partielle qu'auparavant, je dirais, interdisant aux partis politiques l'usage des mosquées comme tribune, provoquant ainsi des affrontements violents avec des activistes du fils à travers le pays. Et ces troubles ont alors été invoqués pour justifier les décisions annoncées le 9 février 1992, décrétant effectivement l'instauration d'un état d'urgence et l'interdiction du Front islamique du Salut
tous deux sont encore en vigueur, je dirais, aujourd'hui. Bien que je me pose la question si, effectivement, de ces derniers temps, ils ont été... Ce serait à vérifier si, effectivement, la loi est encore... Enfin, du moins, l'interdiction est encore présente. Mais bien que... Ça serait à vérifier, je ne veux pas m'engager. Alors, avec la dissolution du parti, c'est la tendance djihadiste qui n'a jamais cru en une stratégie électorale qui a pris la relève. Plusieurs mouvements armés se développèrent autour desquels gravitèrent bientôt les militants du FIS en cavale. Les éléments de la direction du FIS, encore en liberté, ou clandestins ou exilés, en furent réduits à tirer parti d'une rébellion finalement qu'ils ne contrôlaient plus ou qu'ils n'avaient pas à l'origine organisée dans une tentative de persuader les autorités de revenir sur l'interdiction du parti en échange de son aide pour mettre fin à la violence. Mais même le FIS ne contrôlait plus ces mouvements dissidents. Bien entendu, ces efforts furent vains ou trop tardifs, n'étant plus, je dirais, dans la mesure du registre et vu la situation dont la situation avait pris des dimensions incontrôlables. L'Office n'avait conservé de lien qu'avec un seul mouvement armé, l'armée, la fameuse AIS, donc l'armée islamique du salut. Alors lorsqu'en septembre 1997, l'AIS négocia un cessez-le-feu avec les commandants de l'armée algérienne, donc l'armée nationale populaire, l'ANP, il devint clair que l'investissement du parti dans la rébellion avait échoué. Mais ils en avaient créé un monstre. C'est à partir de cela que nous avions eu une multitude de petits mouvements qui ont su faire parler d'eux par leurs atrocités. Alors depuis la dissolution de l'AIS en 2000, le FIS en tant qu'organisation n'a plus eu aucune connexion avec des mouvements armés encore actifs. Ces perspectives d'être légalisés nouveau semblent, je dirais, à vérifier, mais tel que le mouvement s'est constitué et créé, je pense qu'aujourd'hui, de toute manière, il ne pourrait plus. Mais je ne sais pas si au niveau légaliste ou législatif, il peut encore s'organiser comme il l'a fait dans les années 90. Alors, à l'époque de la légalisation, soyons honnêtes, du FIS en septembre 89, qui a suscité peu de controverses, rétrospectivement, les deux critiques majeures émanent d'une part des militants laïcs opposés à la légalisation de leur adversaire idéologique, et d'autre part des gouvernements conservateurs ailleurs, prenons le cas par exemple de l'Égypte ou même de la Tunisie pour parler des pays les plus proches, hostiles à la législation de ce qui constitue l'opposition la plus importante dans leurs sociétés respectives, mais étant conscients également que une bonne partie de la population ignorante ou pratiquement, je dirais, analphabète, pourrait être, je dirais, manipulée par des islamistes de l'extérieur, ayant eux par contre eu accès à une multitude d'universités et sachant comment pouvoir prendre le gouvernement d'assaut afin d'effectuer une dictature islamiste. Alors, je dirais que selon ces deux points de vue, des partis fondés sur la religion ne devraient pas être autorisés. Cependant, cet aspect du front de salut islamique n'était pas la source du problème que le parti posa par la suite. Soyons logiques. Le problème fondamental venait plutôt du fait que depuis le début, le FIS avait tendance à subvertir, je dirais, la Constitution de 1989 à laquelle elle devait sa propre existence légale, non seulement en préconisant je dirais, un État islamique, une Dawla Islamia, mais aussi en qualifiant la démocratie, et c'est là où finalement au fond ils se rapprochèrent de tous ces mouvements qui allaient devenir Al-Qaïda et autres, où la démocratie qualifiée d'infidèle, le kufr.
Alors en agissant ainsi, il a non seulement fait preuve d'un manque de respect envers la Constitution, mais aussi encouragé son audience populaire à adopter la même attitude, tout en affolant les tranches importantes de la classe moyenne, ainsi que les élites administratives et militaires, et bien entendu en sapant la confiance et la loyauté qu'ils accordaient au nouvel ordre politique. Alors les prises de position du Front islamique du salut n'auraient peut-être pas eu un tel impact si d'autres partis d'envergure n'avaient pas existé et avaient été capables de mobiliser des pans entiers de l'électorat de façon à contenir ou même à réduire le Front islamique du salut. Mais il n'y en avait pas. Dans ces circonstances, ma foi, l'attitude du Fils à l'égard de la Constitution et de la démocratie n'était pas sans une certaine importance. Alors, me direz-vous, la légalisation du Fils ne témoignait pas pour autant d'un engagement profond du régime vis-à-vis des principes libéraux, mais le même gouvernement qui le légalisa refusa au moins deux autres partis sous des prétextes qui n'avaient rien de démocratique. Il ne fut pas légalisé en raison de la pression populaire, les islamistes étant eux-mêmes divisés quant à l'opportunité de constituer un parti. Les autorités ont expliqué qu'il était préférable d'autoriser les islamistes à mener leur activité à la lumière du jour plutôt que clandestinement, mais il n'était pas nécessaire de légaliser, des partis politiques pour amener les islamistes à opérer en plein jour et dans le cadre de la loi. Il aurait suffi pour cela de légaliser, les associations, journaux et maisons d'édition islamistes. La vraie raison, soyons honnêtes, de la décision de légaliser reste loin d'être évidente. Beaucoup de petits arrangements et beaucoup de corruption ont eu pour conséquence, de légaliser ce parti, soit pour gêner, soit pour faire de l'entrisme, ou pour s'appuyer, ou pour ce qu'on appelle des concepts, électoralistes. Alors, en agissant ainsi, les autorités ont autorisé, un parti qui non seulement mettait en question la Constitution de façon incendiaire, chose qu'il faut bien se rappeler, un tel parti n'aurait jamais existé de l'époque de Ouaribo Médienne, mais la raison est également que cela ne rencontra effectivement aucune opposition à mesure qu'il exploitait les traditions révolutionnaires de l'Algérie, su avancer sous opération sous faux drapeau. Au début, avec une certaine politique de séduction pour ratisser large, et bien entendu tout cela au profit de son projet controversé. Alors la façon dont le Front islamique de salut a unifié le gros de la mouvance islamique, auparavant diffuse, a reporté sur les modèles politiques, pour la plupart algériens d'origine, qu'il imita bien entendu. De par le choix du nom qu'il s'est donné, de l'usage des termes, des thèmes nationalistes, comme par son acceptation du leadership suprême d'Abbasi Madani, il se posa en seul héritier légitime du FLN historique, sorte de valise fourre-tout qui effectivement, et ça je vais en parler, des influences intérieures du Fils. Oui, donc les thèmes invoqués à l'époque du Fils furent assez complexes. Premièrement, cela tenait de l'intérieur de l'appareil. Certains étaient plus proches, de la situation globale de l'islam, de ce qu'elle pouvait être dans certains pays. Par exemple, Abdelkader Hachani estimait que l'Algérie était plus proche de l'Iran, avec des grosses capitales, et qu'il fallait finalement s'y référer. D'autres étaient plus révolutionnaires, enfin, entre guillemets, et considéraient qu'il fallait adopter peut-être le modèle afghan, tel que Ali Belhaj. Quant à Bassi Madani, effectivement, les choses n'étaient pas très claires. Alors, est-ce que ce fut l'Égypte, de temps en temps, invoqué, ou est-ce que
effectivement essayer de tirer au maximum ce que les frères musulmans pouvaient proposer dans leur besace. Alors, effectivement, pareil, le Front de salut islamique s'est aliéné une partie de la population en considérant que la révolution algérienne était une révolution impie et dont l'hymne national était basé sur l'attestation du sang et non pas de la foi. Enfin, une multitude de choses que l'émir Abdelkader était un franc-maçon et avait accepté la défaite. Enfin, une multitude d'icônes constituant, je dirais, le- l'élément de fierté de la population furent démolis dans certains discours ou certaines appréciations des représentants du Fils, et finalement s'aliénant une partie des anciens combattants pour l'indépendance et surtout de ce que le peuple également avait dans sa croyance. Alors même si en mobilisant euh, la tradition populiste algérienne, en séduisant davantage les populations urbaines que rurales, et même en se fiant à un leadership charismatique, il s'est plus ou moins apparenté au PPA de la période de 1937 à 1954, dont est issu le FLN, parce que ces aspects n'ont, je dirais en général, pas été compris. Le parti a été largement perçu comme incarnant une opposition absolue à la tradition nationaliste de l'État-nation. Les choses étaient un peu plus complexes. Et depuis le début, en dénonçant dans son discours les voleurs du FLN et l'État mécréant, l'État impie, le Fils a exprimé ce qui a pu paraître comme posant un défi révolutionnaire à l'État. Or, est-ce qu'ils, dans leur conception, est-ce que c'est un État impie et voleur parce que n'appliquant pas les règles et dont l'État devient une personne morale, ou est-ce qu'ils sont réellement critiqués par leur comportement, ou est-ce que c'est l'État tel qu'il a été créé par l'histoire depuis 1962, de la période bien entendu, des plus grandes périodes de Ben Bella et de Boumedienne, est-ce que c'est cela que le Fils décrivait comme État impie, ou est-ce que c'est le non-respect finalement de la charte nationale? Je vous laisse libre de réfléchir là-dessus, mais j'ai ma propre vision et je pense que ce fut l'État impie en tant que tel qui, effectivement, n'appliquait pas la charia telle qu'il est. Je dirais, avec le recul aujourd'hui, cela nous a donné raison. Alors le Fils a exprimé ce qui aurait pu paraître comme posant un défi, comme je viens de l'expliquer. Est-ce qu'on pourrait considérer ça comme un défi révolutionnaire ou un défi, je dirais, tout à fait nouveau? Alors que, je dirais, le premier élément recyclait l'attitude de dénonciation de la corruption adoptée de longue date par le mouvement islamiste. Le second était un emprunt discutable à la critique de Sayyid Qutb, de l'État égyptien sous Nasser, mais son application du takfir, puisqu'on y arrive, le takfir, l'acte qu'on pourrait qualifier de dénonciation, de faire sortir quelqu'un ou quelque chose comme étant impie, donc mécréant, à l'État algérien, n'a jamais été sérieusement, je dirais, argumenté. Et c'est pour ça que je vous dis, à la lumière de toute la documentation, de ce que nous pouvons avoir aujourd'hui en notre possession, à travers les discours, à travers les écrits, certes, il y a à la fois, je dirais, tout et son contraire. Mais manifestement, effectivement, il y a du takfir dans certains discours, dans les stades, où ils se sont illustrés, où effectivement l'État a été dénoncé comme étant une erreur depuis 1962, dont l'hymne national constitue je dirais, une insulte à la religion. J'en ai pour preuve encore, il y a quelques décennies, un leader islamiste qui a refusé lors de l'hymne national de se lever
sur une chaîne de télévision algérienne, considérant cet hymne national comme étant, je dirais, impie. Alors, revenons effectivement, je dirais, à cette influence qotbiste de cette Qutb, où finalement, même s'il n'y a pas eu d'argument de Qutb à propos de l'Égypte de Nasser, est-ce que cela s'est appliqué d'une façon, je dirais, structurelle, dans une certaine rhétorique radicale pour l'Algérie, et finalement, ce qui fut, au fond, je dirais, très alarmant, c'est cette volonté de garantir, je dirais, la lutte armée dans un pays qui effectivement était un jeune pays et dont les conséquences auraient pu être plus terribles jusqu'à détruire complètement cette nation, puisque faisant appel également à des cadres étrangers postés dans d'autres zones de guerre et zones de conflits internationaux. Alors, effectivement, en réalité, le fils concentra initialement ses attaques sur le FLN. Souvenez-vous, son principal rival électoral, tout en adoptant une attitude très différente vis-à-vis des vraies autorités. Le président Chadli et le gouvernement réformateur Mouloud Amrouche, l'homme au cigare, loin de s'engager dans une opposition démagogique au programme des réformes économiques de ces derniers, puisque eux, dans leur esprit, ils considéraient qu'il fallait laisser le fils passer au pouvoir et qu'une fois aux affaires de l'État, le fils aurait été incapable de pouvoir gérer et aurait effectivement accepté de nouvelles élections et de laisser d'autres se charger effectivement de cette gestion. Ça, c'est très spéculatif. Quand on le sait qu'aujourd'hui, à la lumière de ceux qui ont tenu d'autres États en utilisant la force armée, on sait que pertinemment, en cas de Raqqa chez Daesh ou je prends des talibans, malheureusement, ces gens-là, une fois qu'ils ont le pouvoir dans les mains, ils ne le lâchent plus. Donc je pense que cette analyse, alors mon analyse peut être fausse parce que ça ne s'est pas passé, puisque je dirais, le fils a été dissous. Donc je ne peux que spéculer à travers d'autres expériences dans d'autres pays. Mais n'oublions pas que si le fils avait pris le pouvoir, il était alarmant de penser qu'il puisse y avoir effectivement des frères de foi, pashtuns, afghans, et d'autres nationalités saoudiennes ou même nationalités outre, je ne vais pas les énumérer, la liste serait longue et fastidieuse, auraient pu venir aider leurs propres frères en Algérie. Et les choses auraient été différentes, et même, spéculons, Ben Laden, au lieu de venir en Afghanistan, aurait pu venir en Algérie, à 1 heure de Paris. On ne sait pas les conséquences que cela aurait pu avoir, et si l'Algérie aurait été occupée par les Américains. Enfin bon, je spécule, mais ma foi, ce sont des... En absence d'informations de ce qui ne s'est pas passé, il est toujours à la lumière de ce qui s'est réellement passé dans d'autres régions du monde. Ben, ma foi, je ne vois pas pourquoi les choses auraient été différentes. Alors, revenons effectivement à cet engagement, je dirais, dans une opposition démagogique au programme de réforme économique, je dirais, du gouvernement Chadli. Alors le fils l'a soutenu, ainsi que Chadli dans son rôle d'arbitrage du jeu politique. Sa tactique était d'obtenir un soutien en galvanisant les masses urbaines à l'aide d'une rhétorique agressive et ensuite de négocier en position de force avec le gouvernement. En outre, en se prenant, je dirais, pour le nouveau parti et en attaquant le FLN, le fils attaquait la principale source de résistance au tandem, je dirais, Chadli-Amrouche. Cette collusion majeure entre les différents dirigeants du fils et les autorités en 1989-1990
explique pourquoi de nombreux éléments du courant salafiste, traditionnellement réticents à défier les régimes sur le plan politique, puisque les choses soient bien claires, il y a des salafistes piétistes et djihadistes. Il y a des non, des apolitiques, des, je dirais, des gens acceptant le règne des autorités et les autres qui sont effectivement diamétralement opposés. Donc il faut bien comprendre que cela est assez complexe, puisqu'il y a plusieurs mouvements au sein même d'une seule tendance. Alors, bien entendu, on parle là de cette place importante dans le leadership, de cette place occupée à l'intérieur du fils à cette époque. Alors cette collusion a été un facteur majeur du succès électoral du parti en juin 1990, et la principale condition préalable à cette victoire était, je dirais, le fait que le Front islamique du salut a été en mesure de s'assurer un double monopole. Celui, d'une part, de la tradition populiste, auparavant, je dirais, réservé au FLN, et celui des champions de la cause islamiste. Alors cependant, je voudrais préciser quand même que les relations avec le régime de Chadli se sont dégradées à la suite de la promulgation, le 1er avril 1991, d'une loi électorale accordant un poids disproportionné aux circonscriptions, je dirais circonscriptions rurales, où, soyons honnêtes, le FLN dominait. Donc, au détriment, bien entendu, des bastions urbains du fils. Il faut aussi comprendre la problématique entre les zones rurales et les zones urbaines. Pour ça, je vous renvoie à Henri Lefebvre là-dessus, et même à Max Weber, où c'est très intéressant pour comprendre effectivement quelles sont les dynamiques sociologiques dans les bastions urbains ou les bastions, je dirais, ruraux. Alors en réponse à cela, bien entendu, à la controverse autour de la guerre du Golfe, hein, n'oublions pas que tout le monde vivait aussi sur influence, je dirais, de l'actualité et de ce qui se passe au niveau international. Cela avait déjà tendu les relations avec, je dirais, avec le gouvernement. Alors Abbassi Madani lança un appel à la grève générale et conduisit des manifestations à Alger, exigeant, je dirais, dans son exigence, où il fut demandé des amendements de la loi et des élections présidentielles anticipées. Alors, soyons honnêtes, on peut considérer que les manifestations étaient relativement disciplinées. Pour ceux qui ont assisté, qui les ont vues, cela était encadré par Ijla Ouatakfel, hein, donc les anciens Afghans qui avaient besoin de parader et de montrer une certaine discipline. Bon, alors même si effectivement on peut estimer que cette manifestation, enfin du moins ces manifestations, soient tenues conformément, je dirais, à un accord négocié avec les autorités, parmi lesquelles figurait un représentant de l'armée. Alors les chefs militaires sont intervenus. Une première heure, je dirais, du 4 juin 1991, la police anti-émeute lança un assaut brutal sur des manifestations plus ou moins endormies du fils, ce qui provoqua effectivement des affrontements et qui firent au moins, si mes souvenirs sont bons, une vingtaine de morts. Alors Amrouche et son gouvernement réformateur tombèrent inexorablement et les élections législatives furent reportées et Chadli fut contraint, je dirais, de déclarer l'état de siège et de dissocier le FLN, de quitter le FLN en démissionnant, je dirais, de la présidence. Alors à la suite de nouveaux troubles, une quinzaine de jours plus tard, Abbassi Madani et Ben Haj furent arrêtés le 30 juin sur des accusations leur faisant encourir la peine de mort. Alors, il faut bien préciser que cette accusation fut dans un des textes portant sur les alinéas autorisant effectivement l'usage des armes, puisque même Ali Belhaj
dans une allocution, précisait lui-même que s'il fallait en venir à la clash, comme il dit, à la Kalachnikov, il n'hésiterait pas à le faire. Cela a eu effectivement des conséquences assez lourdes, puisque ces gens représentaient un modèle d'exemple pour certains, et d'autres auraient pu, et ils ont pris, je dirais, les choses à la lettre. Alors ces événements, immanquablement, entraînèrent de grands bouleversements au sein de la direction du fils, et les salafistes s'étaient généralement opposés à la décision d'Abbassi Madani d'affronter le gouvernement. Par la suite, la plupart d'entre eux désertèrent le parti, et la majorité abandonnant entièrement l'opposition, certains d'entre eux, même, je dirais, en acceptant de servir au sein du régime. Une minorité optant pour la stratégie djihadiste de rébellion armée, qui commença, je dirais, dès lors à se préparer, à mesure que les anciens du MIA, rappelez-vous, Mustapha Bouyali, réactivaient et remis en place des réseaux. Alors à partir de juillet 1991, le FIS fut dominé par des éléments qui souscrivaient globalement à la ligne pragmatique et prudente de son nouveau chef par intérim, rappelez-vous, Abdelkader al-Hashani, jugé chiite, sous torpilla, sous dissimulation, euh, ayant une sorte de penchant vers l'Iran, mais bon, ça c'est encore un autre problème. Bon, il faut bien préciser qu'Abdelkader al-Hashani, bon, formellement, et soyons honnêtes, toutefois, il restait attaché à l'établissement d'un État islamique et persistait dans sa rhétorique de rejet de l'État tel qu'il était par nature. Et là, nous n'étions plus effectivement dans une conception d'un État moral qui ne respectait pas cette moralité, mais bel et bien d'un État dans ce qu'on pourrait appeler sa nature. Donc là, petit à petit, on arrive effectivement à un modèle qui s'approche, je dirais, d'Al-Qaïda ou d'autres structures bien connues. Alors après sa victoire au premier tour des élections législatives du 26 décembre 1991, cela le rendit vulnérable aux accusations d'être une organisation dotée d'un but et d'une nature totalitaire. Il fournit, je dirais, le prétexte à l'armée d'intervenir au nom de la démocratie, comme je viens de le préciser. Les faits d'armes, revendication de la lutte armée, enfin beaucoup de choses ont joué contre eux. Alors l'argument principal invoqué pour justifier l'interruption des élections consista à dire qu'une victoire du fils aurait mené directement à une dictature islamique, ce qui n'est pas faux, puisqu'aujourd'hui on le voit bien dans d'autres parties du monde, ils ont réussi, avec l'appui bien entendu, je dirais, d'autres organisations étrangères, ou même de pays, à détruire la Syrie. Je ne parle même pas de la Libye. Alors cet argument gagna la sympathie de la plupart des pays occidentaux, qui assuraient le soutien des adversaires modernistes laïcs du fils en Algérie, et permit bien entendu au chef de l'armée de prétendre qu'il défendait les principes républicains et démocratiques. Malheureusement, à cette époque-là, il faut aussi que les choses soient claires. Je ne vais pas vous dire entre la peste et le choléra, non, mais je préfère le rhume que le choléra. Voilà. J'ai préféré choisir le rhume que le choléra. Alors, la controverse autour de l'intervention n'a cessé de faire rage depuis et ne peut pas être entièrement réexaminée. C'est pour les points que j'essaye de vous expliquer à travers effectivement des interprétations. Parce qu'il est très difficile aujourd'hui de dire ce qui serait réellement passé. Même si on sait pertinemment à la lumière de d'autres expériences dans d'autres parties du monde, les choses se sont très très mal passées, pourquoi l'Algérie aurait échappé à cela? Peut-être aurait-elle échappé à cela, mais c'est très très difficile. Bien entendu, on ne peut que développer des points centraux, et on peut brièvement les développer. Alors premièrement, alors que je dirais le résultat des élections
sans nul doute exposer l'armée et d'autres acteurs à des choix pénibles. Je dirais qu'il est loin d'être évident que les circonstances justifiaient une intervention. Ça a été par exemple le cas du FFS, qui considérait qu'il fallait laisser. Ce qui n'était pas mon cas, et le cas d'autres personnes, sans pour autant être attaché, je dirais, à un parti quelconque. Essayez d'imaginer ce qu'avait dit Ali Belhaj: nous allons changer la nature, je dirais, les habitudes alimentaires et vestimentaires des Algériens. Rien n'aurait empêché qu'il y ait une Moutawa ou des talibans ou effectivement des groupements, et peut-être même étrangers, dans les rues pour contrôler la charia. Bon, tout ça est possible et imaginable puisque ça s'est passé ailleurs. Alors, effectivement, certains ont avancé qu'il ne fallait pas interrompre le processus électoral et que finalement, au fond, passant au pouvoir, il aurait été impossible pour eux de mettre en place une dictature islamique car la population algérienne est trop réfractaire et finalement, il aurait mieux fallu laisser le processus suivre son cours. Alors, je dirais que, à mon sens, et ça n'engage que moi, un tel raisonnement aurait pu, je dirais, ça aurait pu être convaincant si l'issue du second cours, je dirais, s'était soldée par une assemblée, soyons honnêtes, dominée par le fils. Alors, encore une fois, je propose une nouvelle vision, puisque le fils, je dirais, disposant du pouvoir de changer la Constitution. Or, contrairement à une analyse, je dirais, largement répandue, et Dieu sait que je ne suis absolument pas pour le fils n'aurait pas pu utiliser la majorité pour changer la Constitution, puisque le président détenait le monopole des initiatives en matière de réforme constitutionnelle. Maintenant, après, la question qui se pose, est-ce que le président aurait été capable de gagner le bras de fer avec les islamistes et leurs menaces? Et effectivement, il faut aussi essayer de décortiquer et de savoir que les dirigeants du fils avaient exprimé leur volonté de travailler avec Chadli. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des périodes où, au début, ce fut effectivement une position établie, claire et précise, et petit à petit, Chadli devenait un peu la marionnette du Front de Salut Islamique. Donc, certains arguments manquent, je dirais, de véracité. Alors, même si effectivement le fils avait fait le souhait de cohabiter, en outre, même si la cohabitation avait échoué, si Chadli, parce que c'est le problème de cela, si Chadli était assez, je dirais, décidé, puisqu'il dispose de la prérogative constitutionnelle qui lui permettait de dissoudre l'Assemblée et de convoquer les nouvelles élections. Si les chefs militaires avaient permis la poursuite du processus politique, ils auraient ainsi pu conserver l'option d'une intervention en cas de rupture. Mais reste à savoir si c'était effectivement cette intervention n'aurait pas eu plus de dégâts, puisque gouvernement qui se serait revendiqué comme étant légitime, et donc par voie de conséquence, martyr et sacrifié au sein d'une démocratie qu'ils ont en horreur. Bien entendu, tout cela sont des théories qui peuvent rester aujourd'hui que seulement dans l'interprétation, puisque les choses ne se sont pas passées comme certains le décident. Et deuxièmement, ce qu'il faudrait aussi préciser, c'est que l'argument en faveur de l'interruption du processus électoral est accepté. Et ceci, je dirais, n'explique pas les décisions ultérieures prises par les militaires d'interdire le fils, d'arrêter des membres ordinaires des partis, je dirais, et des interner dans des camps, je dirais, dans le Sahara, et qui, d'une seule traite, fit plusieurs milliers d'entre eux des hors-la-loi aigris, abîmés, revanchards, et contribua à ce que la révolte armée
encore et encore en gestation deviennent finalement au fond exponentielles, voire massives. Alors, beaucoup d'erreurs effectivement ont été commises, mais euh, c'est un gros problème de l'interdiction d'un parti. Je sais qu'à l'époque de Wari Boumedienne, je ne vais pas parler en son nom, mais j'imagine bien que la situation ne permettait pas, et puis de toute manière, le fils n'a pas eu assez de cran peut-être d'organiser un parti à l'époque de Wari Boumedienne. Il faut savoir que Chadli était quand même le plus laxiste et la situation était permissive, hein. Donc que les choses soient claires aussi. Alors, ceci dit, il faut être honnête, le fils, je dirais, le Front islamique de salut, a été également, au moins en partie, l'auteur de ses propres infortunes, hein. Alors que son appel en faveur d'un État islamique et de sa critique de la démocratie comme un pis cherchait, je dirais, d'abord à mobiliser la population urbaine déshéritée suite à un gouvernement ayant des orientations libérales et capitalistes, pour ne pas dire garantissant effectivement l'enrichissement des mafieux, ben finalement, ils ont effectivement fait exactement quelque part un peu la même politique, puisqu'ils ont utilisé les déshérités à des fins surtout électorales. Et finalement, au fond, cela a été nuancé par volonté de négocier avec les autorités et ne reflétait guère une intention révolutionnaire sérieuse. Et complètement illusoire de penser que ces prises de position ne seraient pas impitoyablement, bien entendu, exploitées. Et sans compter des divisions et des subdivisions internes. Je pense que ces dirigeants ne semblaient pas avoir pris la mesure des forces adverses, premièrement, et le recours dans un contexte à une rhétorique alarmante et antidémocratique, faisant état aussi de changer les habitudes des Algériens du quotidien, et relevait d'une forme d'imprudence dont le prix a été, je dirais, le prix à payer a été terrible. Et immanquablement, l'évolution du fils par la suite suggère que cette leçon au moins fut comprise. Absolument pas. Alors, nous en arrivons effectivement à la suite du coup d'État de l'armée du 11 janvier 1992. La direction du fils s'effondra, de nombreux militants à l'instar de Hachani furent rapidement arrêtés, tandis que d'autres sont passés dans la clandestinité et ont fini par rejoindre des mouvements armés émergents. D'autres ont encore fui le pays et organisé à l'extérieur du parti depuis l'exil. Certains, comme Anwar Haddam ou Rabah Kabir, euh, combattant la démocratie, ont été dans les fiefs, je dirais, originels de la démocratie, entre les États-Unis et l'Allemagne, pour ne pas parler d'eux. N'oublions pas la fraternité algérienne siégeant dans des milieux estudiantins en France. Non, nous étions dans ce que j'appelle en cas d'espèce, dans une incohérence totale. Alors, dans ces derniers jours d'activité légale, le fils s'était allié à deux autres partis qui avaient remporté les sièges lors du premier tour des élections, le FLN et le FFS de Hossein Haït Ahmed, en opposition aux manœuvres de l'armée pour exiger la poursuite du processus électoral. Et cette alliance a tenu, je dirais, pendant plusieurs années et fut une prémisse à la conversion du fils, du moins formellement, au principe, entre guillemets, de la démocratie. Et rien n'est sûr, hein. Peut-être utilisé, comme on dit, mon ennemi, l'ennemi de mon ennemi et mon ami provisoirement. Garde quand même comme outil principal le provisoire. Alors durant, je dirais, si on peut qualifier ça ainsi, son âge d'or, à savoir entre 1989 et 1990, le fils avait clairement énoncé sa conception d'un État islamique, spécifiant que Dieu était le seul souverain et que la démocratie n'était pas conforme à l'islam. Depuis sa dissolution en 1992, ce qui a survécu du Front islamique du salut en tant que force organisée a révisé sa conception et s'est accommodé aux principes démocratiques, tout en gardant bien entendu cette fameuse doxa, hein, d'un Dieu souverain et finalement d'une démocratie non conforme. Mais, ma foi,
n'oublions pas des enseignements de cette khotb, hein. Quand vous êtes en minorité, soyez sympathique, quand vous êtes en majorité, prenez le pouvoir. Donc il faut aussi connaître les enseignements de Hassan al-Banna de cette khotb, hein, qui ont été, je dirais, des ouvrages très lus dans ces milieux à cette époque. Bon, nous avons des signes précurseurs qui étaient déjà perceptibles, je dirais, en 1994 et ont été affirmés par l'engagement du parti à la plateforme de Rome en janvier 1995. Alors, il y aurait tant à discuter de cette plateforme, faite en Italie, organisée par des prêtres, mais dont effectivement organisée à l'extérieur, et non pas, je dirais, dans le pays. Alors, souvenez-vous, il y avait un des membres fondateurs du FIS, hein, Kamel Ghemasi, qui a confié effectivement la démocratie signifie l'exercice du pouvoir par le peuple, Dieu tout-puissant a légiféré sur certains aspects de la vie, mais la gestion et les choix des responsables, etc., je dirais, ou je dirais, relèvent plutôt de la souveraineté populaire, et Dieu a légiféré, mais la souveraineté et le pouvoir est au peuple. Bon, déjà, il y a eu ce qu'on appelle une évolution. Alors, est-ce qu'une évolution, parce que n'ayant pas pu s'imposer et prendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes en minorité, soyez sympathique, et quand vous êtes en majorité, imposez-vous. Donc, il faut bien comprendre cela. Ensuite, l'acceptation de la démocratie implique une nouvelle conception de l'État islamique. Notre membre dirigeant du FIS, Ali Djedi, hein, qui a expliqué à ce moment-là. Pour lui, l'État islamique est un État dont la référence est l'islam. Il est l'État d'un peuple souverain, libre de ses choix et aussi bien politique qu'économique. L'État islamique n'a pas qu'une forme unique et définitive, une forme protoïforme qu'on retrouverait aisément dans l'histoire ancienne ou récente, qu'il suffirait simplement de reproduire, prendre les recettes telles quelles et quelles que soient les particularités dans un contexte bien défini, voire ce qu'on pourrait qualifier comme un contexte historique. Alors par ailleurs, cette conception de l'État est proche de la conception originale du FLN. Alors, mais qui lui-même a de la bouteille, et dont effectivement le peuple a accepté, enfin, du moins a été à la fois sectateur et spectateur. Alors, bien entendu, nous sommes, soyons clairs là-dessus, pour une république dans laquelle le pouvoir appartiendra au peuple algérien en général, dans le cadre des valeurs d'un État-nation. Mais l'idée qu'on pourrait se faire de l'État, dans la déclaration du premier, bien inscrite dans la déclaration première en 1954, un État démocratique, social, dans le cadre des principes, alors certains disent islamiques, d'autres musulmans, mais bon, en tout cas, en respectant effectivement l'islam. Alors le problème, c'est que il y a beaucoup d'éléments un peu comme Marx qu'il faut réactualiser. Je pense que également le penseur Malek Ben Ali et Mohamed Abdou, qui furent effectivement des penseurs modernistes, doivent être aussi réactualisés. Parce que bon, prétendre légiférer sur la base de la charia et ne pas tenir en compte, je dirais, des trois dimensions que sont le temps, le territoire et l'homme, n'est, je dirais, absolument pas réaliste. Hein. Cela est bien entendu expliqué par Malek Ben Ali. Ensuite, la référence islamique est une référence à des textes, je dirais, de croyance ou authentiques. Pour ce qu'il en est de Malek Ben Ali, par exemple, c'est le Coran et la Sunna. Et ces textes sont effectivement, ne restent pas moins liés à un contexte temporaire, territorial et humain bien précis. Et il est très difficile d'en faire un modèle idéal, ou même si des fois la perspective d'en tirer des enseignements, je dirais des fondamentaux et s'approcher, il est très difficile de reproduire tout ce qui s'est passé il y a à peu près 14 siècles, que les choses soient claires là-dessus. Et donc ce qu'il préconise, c'est que toutes les solutions aux problèmes, je dirais de la vie moderne, fassent l'objet d'un débat. Aussi bien d'un débat entre les ulama, les spécialistes, les experts, les universités, les spécialistes des sciences humaines, et les conclusions de ces débats doivent être soumises à l'approbation, je dirais, d'un peuple souverain, ce qui me semble
absolument plus logique, jouissant effectivement de toutes ses libertés, y compris de la liberté de s'organiser pour s'opposer à ce qu'on ne peut lui proposer d'avaliser. Et effectivement, dans un certain respect, à la fois, je dirais, ne faisant pas défaut aux grands enseignements universels, peut-être l'islam, mais également absolument le respect de la volonté populaire. Alors, conformément à cette approche de la loi islamique, le fils a désormais pris ses distances à ce moment-là, une fois qu'il était à terre, de la salafia contemporaine. Alors je dirais que les choses sont un peu différentes quand on voit, par exemple, Abbasi Madani s'exprimer au Qatar. On voit que tout cela fut une manœuvre, finalement, une stratégie. Alors en réalité, même si à cette époque-là, le fils a renoncé à sa critique originale de la Constitution comme étant non islamique et l'acceptation qu'on pourrait qualifier à cette époque puisqu'athée, comme je le précisais, acceptait désormais tout en se plaignant de sa mauvaise application, l'acceptation de la démocratie et de la souveraineté populaire a pour corollaire l'acceptation, je dirais, euh, du pluralisme idéologique, y compris une éventuelle tolérance à l'égard des communistes, des laïcs, des socialistes, n'ayant pas vraiment le choix, puisque l'accord de Rome s'est retrouvé effectivement avec ce genre d'individus. Et d'autres courants de la pensée islamique, ainsi que la liberté religieuse. Cette conception, bien entendu, se situe à des lieux ou à des années-lumière de celle du mouvement salafiste contemporain et plus particulièrement son aile djihadiste. C'est une raison pourquoi que, effectivement, les salafistes, par le biais des ambassades d'Arabie Saoudite, du Qatar et autres, ont bien compris qu'il fallait, puisque le fils n'avait pas réussi à prendre le pouvoir, qu'il fallait, je dirais, créer des think tanks à travers les individus, les aider financièrement si besoin est, pour distiller cette idéologie salafiste en Algérie. Alors ça, c'est pour encore autre chose, hein. Je pourrais en parler de tous ces petits mouvements qui dépendent des ambassades, et il y aurait tant à dire. Enfin bon. Alors, revenons effectivement, logiquement, je dirais, dans sa perspective internationale, le fils, euh, même si on le voit aujourd'hui, de toute façon, au Qatar, il n'a pas d'autre choix que de se dissocier d'Al-Qaïda, hein, et exprime une grande méfiance, je dirais, à son égard, puisqu'aujourd'hui, essayant de constituer un mouvement un peu plus crédible. Alors, effectivement, il faut être honnête, hein, la violence qui a ravagé l'Algérie depuis 1992 a été largement décrite en termes de guerre civile et également dépeinte comme la Seconde Guerre algérienne. Il y a certainement eu des similitudes avec la guerre de 54-62 et l'envergure de l'insurrection doit beaucoup au fait que le recours au djihad armé ait remobilisé une certaine conception de la tradition révolutionnaire du maquis. N'oublions pas qu'il y avait à peu près deux formes de conception de l'Algérie. Une, je dirais, qui se cherchait dans l'islamisme, une autre bien établie depuis 1962. Alors, il faut mentionner quand même que la rébellion islamique, a été très différente du précédent soulèvement nationaliste, en ce qu'elle s'est avérée incapable d'élargir la base de son soutien populaire. Et oui, elle ne pouvait pas ratisser large, puisque le peuple algérien, dans son ensemble, était d'accord pour l'autodétermination, quel que soit ensuite, que ce soit le propriétaire terrien, ou le socialiste, ou le simple kidam, ils étaient tous effectivement pour l'indépendance nationale, ce qui effectivement comparer cet engouement à ce ratissage islamique allait se heurter effectivement à des dimensions auxquelles les individus ne partagent pas. Et donc, incapable, comme je le précisais, d'élargir la base de son soutien populaire, en ce qu'elle a été divisée
aussi bien dans son organisation, ses objectifs, que sur les plans de la tactique de la méthode, je dirais. Cette incohérence a abouti au fait que la rébellion n'a jamais vraiment été en mesure de renverser l'État, et heureusement du reste. Mais elle l'a également rendu extrêmement difficile à enrayer, il faut être honnête. Ah, il faut, rappelez-vous, à partir de 92, le soulèvement a été mené par, ça me fait rire, mais c'est tellement dramatique et triste, parce que 200 000 morts quand même, hein, selon les chiffres que nous avons en notre possession. 200 000 morts qui ont été le fait effectivement de mouvements comme n'ayons pas peur de le dire, hein, le MIA, le MIE, le GIA, le FIDA, l'AIS, le LIDD, le GSPC, le HDS, toute cette pléthore je dirais, de groupuscules agissant uniquement au niveau local et dépourvus de plus haute ambition, ou bien oscillant entre les mouvements mafieux de rapine et d'enlèvement à des fins d'intérêt, je dirais, ponctuels. Et finalement, au fond, même si on peut avoir trois visions principales qui peuvent être distinguées, donc premièrement, les instigateurs de la rébellion réunis initialement au sein du MIA, donc reconstitué par Abdelkader Chebouti de 1991-1993, du MEI de Saïd Makhloufi de 92 à 97, qui avait pour objectif l'établissement révolutionnaire d'un État islamique. Il était entendu que, je dirais, les actions de l'armée en janvier 92 avaient démontré la futilité d'une stratégie électorale, que le fils était hors jeu, et que seule une révolution armée pourrait aboutir à un État islamique par une prise de contrôle et par une liquidation de 15% de la population algérienne jugée effectivement tournée vers l'Occident ou impie. Alors, ça bien entendu, les 15%, on le trouve dans les discours télévisés d'Ali Belhaj, hein, bon, les choses sont claires là-dessus. La priorité était le renversement de l'État. Les mouvements ont principalement visé les membres des forces de sécurité, ainsi que les civils considérés comme collaborateurs, tels que des intellectuels, des journalistes, des, des directeurs de théâtre, enfin bon, et certains chanteurs. Cette conception était dans l'esprit la plus proche de celle du prototype original FLN, ALN de la guerre d'indépendance. C'est pour ça que c'était une nouvelle perspective très différente qui a envisagé l'instauration d'un État islamique comme faisant suite à la réislamisation de la société. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils considèrent que la société n'est plus musulmane, n'est plus islamique, donc il faut la réislamiser. Et celle-ci était surtout la caractéristique des Afghans algériens, un trait marquant du comportement du groupe islamique armé, du fameux JIA, 92 à nos jours, dont il formait le noyau, privilégiait de confirmer, je dirais, ou de se conformer, plus exactement, la société à une pratique correcte de l'islam, telle que dictée par des interprétations les plus strictes du dogme salafiste, ce qui allait donner plus tard effectivement des mouvements comme Daesh ou Al-Qaïda. Et finalement impliquait une attitude coercitive à l'égard de la population qui virait souvent au règne local de la terreur. Pour une partie du GIA, cette préoccupation avait tendance à l'emporter sur la lutte contre l'État. À de nombreuses reprises, ceci dégénéra en un comportement foncièrement prédateur, de plus en plus difficile à distinguer, soyons honnêtes, du banditisme. La troisième vision émergea en 1994, bien qu'elle ait probablement dû se développer au sein de la rébellion depuis 1993. Elle concevait la lutte armée en des termes plus modestes comme une révolte légitime face au comportement injuste de l'État, et son objectif ne consistait pas à renverser l'État, mais à le persuader de faire amende honorable, notamment en relégalisant le fils, telle était la conception de l'AIS. Et en révélant son existence en juillet 1994, elle présenta comme je dirais qu'elle oui, elle se présenta, ou elle se définissait comme étant la branche armée du fils, respectant l'autorité politique d'Abbassi Madani, Ben Haj et d'autres leaders du fils emprisonnés. Alors je voudrais bien aussi qu'on parle
des conflits qu'il y avait dans les orientations et la vision entre les deux leaders, je dirais historiques, hein, Bassim Madani qui fut un intellectuel, enseignant, et Ali Belhaj qui fut plutôt effectivement un kidam du lumpenprolétariat. Donc même les choix et les références qu'ils avaient, les deux, étaient liés aussi à leur propre classe. Ça, c'est une chose que souvent on a tendance à oublier. Alors, revenons effectivement à ces deux autres leaders du FIS qui furent emprisonnés en reconnaissant l'instance exécutive à l'étranger de Rabat Kébir comme le représentant du parti à l'étranger, et son but était d'exercer une pression militaire sur le régime afin d'appuyer les efforts du FIS en vue de renouer le dialogue avec les autorités et surtout, je dirais, parvenir à une solution négociée. Approche je dirais, aux antipodes de l'objectif révolutionnaire originel du MIA, ainsi que du projet de réislamisation par la terreur ou par la liquidation du GIA. Alors bien sûr, beaucoup de gens ont dit oui, mais le GIA est manipulé par l'armée, il est infiltré et tout. En tout cas, il n'en demeure pas moins que ces individus avaient une revendication, alors qu'ils soient des mouvements infiltré n'est pas dirigé, infiltré n'est pas commandé, donc les choses soient claires là-dessus. Même si vous envoyez des espions dans un mouvement, il est peu dire que ces espions arrivent facilement à la tête du pouvoir. Et donc, ils ne sont là que pour transmettre des informations, que les choses sont claires, et ne sont pas là pour diriger les orientations du mouvement. Donc il faut aussi bien comprendre que il faut éviter le complotisme à tous azimuts, parce que quand tout est complot, plus rien n'est complot. Donc il y a des complots qui sont connus, reconnus, dont les affaires sont déclassées, et il faut bien quand même faire la nuance. Alors, je dirais que ces divergences ne se sont cristallisées qu'en 1994, après plusieurs tentatives vaines en vue d'unifier la rébellion. Bien entendu, euh, comme disait le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes se sont mis d'accord pour ne pas être d'accord, même si ce n'est pas attribué au prophète et qu'on attribue à Ibn Khaldoum. En tout cas, pour ce qu'il en est de la source de cette explication, on le voit effectivement d'une façon réelle et sérieuse dans tous les mouvements islamiques qui se mettent en place. On le voit en Syrie, hein, les, 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 les divergences entre le Jabhat al-Nusra, Daesh et puis même de l'armée de Syrie libre, où certains sont d'Al-Qaïda, d'autres sont de Daesh, selon les drapeaux, selon les salaires, selon aussi les pensions de ce qu'ils peuvent percevoir, selon la situation, selon aussi la force de celui qui est en face. Donc finalement, au fond, nous retrouvons exactement les mêmes choses à l'intérieur. Bon, alors, effectivement, le fils avait tout intérêt à pousser la rébellion dans son ensemble et adopter l'optique de l'AIS, et il est même possible, je dirais possible, que certains éléments du GIA n'y aient pas été insensibles. Les rapports sur le terrain entre les unités de l'AIS et du GIA étaient loin d'être hostiles à cette époque. Alors effectivement, il y avait des combats qui pouvaient être liés, je dirais, au massacre de certains villages qui étaient, je dirais, avec le fils, et dont le GIA était passé par là, et avait commis des exactions, et le fils se faisait fort de combattre le GIA dans certaines régions où ils avaient été soutenus. C'est assez compliqué, il faut bien comprendre aussi les structures de l'époque à ce moment-là, et quels étaient ceux qui avaient été hostiles et ceux qui avaient été pour le fils, comme le fils effectivement devenait par défaut, je dirais, la principale concurrence du GIA. Alors il y avait des secteurs où ils étaient pas hostiles, des secteurs où ils étaient hostiles, donc c'est assez compliqué. Alors, il faut préciser qu'en outre, il y a deux composantes clés de l'ancienne direction du FIS. La Jazara, donc de Mohamed Saïd, et le MEI de Saïd Marloufi, hein, qui rallièrent le GIA en mai 1994, conférant ainsi au FIS des leviers potentiels sur l'échelle du GIA. Et que ces développements n'aient pas débouché sur un consensus au sein des mouvements armés sur la nécessité d'une solution politique négociée, et je dirais même en grande partie due aux efforts de l'armée algérienne, de faire échouer cette perspective. On ne peut pas en vouloir à l'armée d'avoir voulu infiltrer pour détruire effectivement toutes ces composants qui pouvaient devenir des forces immenses et créer
plus, je dirais, de destruction qu'elles ont créé, constitué. Je peux dire que c'était déjà pas mal. Alors la campagne de contre-insurrection menée par l'armée depuis 1992 est devenue l'objet d'une énorme controverse dont la plupart de ces aspects échappent au cadre de recherche de ce rapport. Il faut bien comprendre que les rapports de l'époque, et dont les rapports qu'on a en possession, sont des rapports qui effectivement sont des rapports restreints, succincts. D'autres événements, d'autres documentations, d'autres informations peuvent venir développer ces rapports et y apporter d'autres orientations. Alors on peut cependant pas comprendre l'évolution de la révolte, je dirais, islamique sans prendre en compte la manipulation du GIA, effectivement, euh, par l'armée. Alors beaucoup ont dit oui, le GIA c'est l'armée. Non, non, je viens de l'expliquer. Il y a eu aussi la volonté que l'armée sache ce qu'il se passe et prévoit en infiltrant certains mouvements pour éviter qu'effectivement ils puissent grandir. Et c'est sans doute cela qui est un autre facteur qui a empêché, bien précisé, l'unification d'une rébellion d'un corps je dirais, commun et fort et puissant pour pouvoir peut-être un jour prendre d'assaut l'État. Alors, il faut être honnête là-dessus, de dire que ce fut des agents de l'armée, non, il y avait des militaires qui ont sans doute infiltré, je pense que c'est peut-être une réalité, mais pour donner des informations, certainement pas pour aller tuer des gens. Alors effectivement, peut-être qu'ils se sont tus quand il y avait, ou ils ont refusé de participer, ils se sont arrangés quand il y avait des massacres dans des villages et autres, mais je pense que l'État était conscient qu'il fallait absolument que ces mouvements ne s'organisent pas et ils ne prennent pas une tournure, je dirais, trop puissante, afin de devenir demain, comme je l'ai bien encore expliqué, un véritable danger pour l'État, pour finalement l'Algérie en elle-même. Alors dans ces manipulations, effectivement, il était question également de retourner certains chefs entre eux et surtout faire en sorte que l'aile extrémiste puisse être détruite de l'intérieur. Et n'oublions pas que cette aile extrémiste était essentiellement constituée, ou voire même composée, de vétérans algériens de la guerre d'Afghanistan. Alors, la connexion afghane et je dirais, la manipulation du GIA, il faut savoir que le GIA s'est distingué depuis 1993 par son extrême cruauté et sa sauvagerie, puisqu'ils ont pris un courant, ils ont dit voilà, le peuple a voté pour Liamin Zeroual, donc ce peuple est impie, il faut le combattre. Et bien entendu, son sang est licite. Alors, bien entendu, par ce projet, ce sinistre projet, le rejet surtout d'un règlement négocié, à la différence des autres mouvements armés qui plus tard acceptèrent la concorde civile, la fameuse loi sur la Rahma, sur la loi de clémence, organisée par Bouteflika. Donc, à la différence des autres mouvements armés, le GIA, lui, s'en est pris aux civils, sans distinction, puisque pour eux, les civils étaient forcément ceux qui avaient voté pour Liamin Zeroual, donc ce général de l'armée passé président. Alors, ils ont enlevé et assassiné des étrangers, posé des bombes dans des lieux publics, abattu des voyageurs, à de faux barrages routiers, et ils furent également, je dirais, les auteurs de nombreux massacres dans des villages et des bourgades. L'image haïssable que ces actions ont donnée à la rébellion a conduit à beaucoup d'observateurs à devenir extrêmement suspicieux. Et ces soupçons se sont renforcés lorsque des pans entiers du GIA ont fait scission du groupe prétextant l'infiltration et de manipulation de son leadership. Donc, je mets un bémol là-dessus sur la responsabilité de l'armée parce que ces fameuses divisions, elles ont été également nourries en Syrie.
Alors maintenant, avec l'expérience et le temps que nous avons en notre possession, nous savons que effectivement, il n'y a pas d'armée algérienne en Syrie qui manipule Jabhat al-Nusra contre Daesh, ou Nour al-Shams contre Jabhat al-Nusra, ou l'armée syrienne libre contre Jabhat al-Nusra. On voit bien qu'il y a des différences entre eux et que, bien entendu, ma foi, c'est une guerre à l'intérieur. Donc, même si les uns sont pour un État islamique intégriste et les autres sur une autre forme d'État islamique intégriste, il n'en demeure pas moins qu'ils se sont combattus à mort. Donc, c'est une des raisons pourquoi Puis, c'est aussi une vengeance d'essayer encore de rétablir, par le biais de soutien à l'islamisme en Algérie, ça peut être aussi machiavélien. On peut soutenir soi-disant au nom de la démocratie, un mouvement qui va faire du mal à l'Algérie, puisque on est assez revanchard sur l'idée des représailles et du fait que cette nation a été perdue au sein de l'Empire français. Donc il y a d'autres choses qui peuvent nourrir d'autres esprits. Vous savez, c'est un peu comme aujourd'hui. J'ai rien contre les Arabes, mais je suis anti-musulman. D'une manière, être contre une religion n'est pas du racisme. Donc c'est une manière un peu détournée pour finalement assouvir certaines caractéristiques un peu détestables chez un individu, en faisant fi effectivement de ne pas être soumis au potentat de la condamnation de la loi. Bien, en tout cas, on peut considérer que, d'une manière générale, et ça, et n'ayons pas peur de le dire, généralement, tous ces mouvements qui furent des émanations de plusieurs groupuscules, dont un groupuscule dirigé par Mansouri Miliani, un ex-bouyaliste qui avait, je dirais, rompu avec le MIA et le GIA, n'est entré en scène qu'après l'arrestation de Miliani en juillet 1992. Les vétérans de guerre afghanes jouaient des rôles importants dans sa direction. Rappelez-vous l'attaque des appelés dans des bus de l'armée pour récupérer du matériel, une nouvelle technique de contre-État, une nouvelle technique de guérilla. Donc, sur le plan idéologique, les Afghans étaient très éloignés de la vision du fils. Ils étaient des bons tacticiens du terrain. Et comme par exemple Hamida Layashi, qui a expliqué que les tendances des Afghans algériens, qui étaient au moment des élections communales de 1990 très minoritaires, étaient une nouvelle génération. Ils considéraient tous que l'activité partisane est péché en islam, et donc le fils était sorti de la loi islamique, et qu'il n'est pas question de négocier la République islamique. Et à l'intérieur même de la Salafiyya djihadiyya, il y a deux tendances, celle qui a décrété le pouvoir impie et celle qui va, je dirais, plus loin en considérant que la société tout entière doit subir le châtiment réservé aux apostats dans le cas où il ne les suit pas. Donc là, on est dans ce cas d'espèce, on n'est pas très loin de Daesh. Donc, et ces gens-là ont été créés par une organisation appelée ce qu'on appelle un Mouahidoun. Un Mouahidoun, dont l'objectif, je crois que c'est ça, oui, Mouahidoun, oui, c'est ça, Al-Mouahidoun, et dont l'objectif était d'unifier le pouvoir et d'homogénéiser le dogme de la société autour d'une seule voie tracée par le Coran et la Sunna. Et soyons clairs là-dessus, c'est un courant ultra dogmatique. Hein. Donc retenez bien ce nom qui pourtant n'a pas été beaucoup cité, hein, Mouahidoun, qui est devenu l'élément déterminant du noyau dirigeant du GIA. Un personnage clé de ce processus est Saïd Qari, un membre algérien du réseau de Peshawar, du groupe Jihad de Ayman al-Zawahiri, le numéro de l'Al-Qaïda, et qui était alors responsable de ces recrues algériennes, d'après l'Ayashi Qari, qui contacta Mansour Miliani et se présentait lui-même, ainsi que son propre groupe, comme qutbiste sous l'autorité de Ayman Zawahiri, donc on était dans le cas d'espèce d'Al-Qaïda. Et Miliani accepta leur soutien et le groupe de Miliani
influencé par Qari et ses compagnons, a formé ainsi le noyau originel de ce qui est devenu bien plus tard le GIA. Alors, à la fin de 93, le GIA avait gagné en notoriété grâce à sa campagne contre les étrangers présents en Algérie. Et s'était rapidement étendu sous la houlette de Abdelhak al-Ayyada et ses successeurs. En 94, une partie du MIA, surtout dans le centre de l'Algérie, se rallia au GIA, Saïd Makhloufi et ses fidèles du MEI, et en firent autant pour le réseau clandestin du FIS, dans l'Algérois dirigé par Mohamed Saïd, l'ex-dirigeant de la Jazara, et Abdelrazak Rajam, je dirais, le reliquat du MIA devient l'armée islamique du salut, l'AIS, qui reconnaissait l'autorité des dirigeants du FIS, permettant à ce dernier de revendiquer l'allégeance d'une partie majeure de la rébellion dans sa tentative de négocier sa propre réhabilitation et en contrepartie de son aide à faire cesser, je dirais, la violence. L'élargissement du GIA et l'engagement à ses côtés d'anciennes figures du FIS compliqua gravement la situation du point de vue non seulement du FIS, mais je dirais de toutes les forces appelant à un règlement politique. D'un côté, cela répandit l'idée selon laquelle l'intransigeant GIA constituait le mouvement dominant que l'AIS représentait peu de choses près, et de l'autre, cela incitait certains éléments du FIS, toujours en liberté, à cautionner les actions du GIA, puisque celles-ci étaient souvent meurtrières à l'extrême. Il était alors donc facile pour les opposants à toute négociation d'assimiler le FIS à la mouvance terroriste du GIA, même si le FIS a été, je dirais, la première amorce, ou ce qu'on pourrait qualifier la première flamme. Alors l'événement la plus surprenante fut sans doute la décision de Mohamed Saïd et de ses associés de rallier le GIA. La vision de la Jazara était diamétralement opposée au mélange de qutbistes et extrémistes et salafisme djihadiste au cœur du GIA, et cette incompatibilité, je dirais, se révéla fatale. Comme je vous le dis, les orientations qui sont, je dirais, par nature opposées ressurgissent à un moment donné. Donc même l'armée n'a pas eu besoin, ils avaient même dans leur propre, je dirais, en leur sein, des contradictions qui allaient effectivement qui allaient à un moment donné voir le jour. Alors à l'automne de 94, Saïd et ses partisans tentèrent de reprendre au moins, du moins modérer le GIA pour le reprocher d'une solution politique. Et cette tentative échoua, et l'aile salafiste djihadiste qutbiste se réaffirma, je dirais, en assurant la succession de Jamel Zitouni. Dès novembre 1995, Zitouni amorça une purge au cours de laquelle, je dirais, Saïd et quelques 500 de ses partisans furent exécutés. Vous voyez, donc, bon. Sous les prédécesseurs de Zitouni, en 94, le GIA avait déjà commencé à étendre l'application du concept du takfir et à d'autres éléments de la société, et au-delà de l'impie. J'ai expliqué précédemment ce que voulait dire le takfir, c'est de considérer quelqu'un de mécréant. Bon, et surtout dans les districts qu'il contrôlait. Il imposa une réislamisation, puisque considérant que l'Algérie n'était pas vraiment musulmane, de la société, et punit de mort les civils qui bravaient les injonctions, telles que les femmes qui refusaient de porter le hijab, les coiffeurs qui ne respectaient pas les ordres de fermeture de leur salon, et les marchands de journaux qui continuaient à vendre des journaux nationaux. Zitouni alla même plus loin en soutenant, à la lumière des élections présidentielles de novembre 1995, que la société algérienne dans son ensemble était sortie de l'islam. Donc justement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est le fait que les gens ont voté pour Liam Zerwal, donc c'était cette société qui était à combattre. Et donc toute la société était considérée effectivement comme apostate. Déjà à cette époque, je dirais, le GIA était ouvertement opposé à l'AIS et l'affrontait souvent violemment, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Alors avec la réaffirmation des perspectives des extrémistes d'Al-Mouahidoun, on va y arriver, Al-Mouahidoun, le GIA commença à se distinguer, et surtout, il se distingua dans une certaine forme, je dirais, d'implosion, voire ce qu'on pourrait qualifier de désintégration.
Alors les trois émirs locaux refusèrent de reconnaître l'autorité de Zitouni pour des raisons que je pourrais expliquer plus tard et affirmer leur indépendance. Certains d'entre eux, je dirais, étaient animés par le soupçon que sous Zitouni, le GIA était devenu la proie de manipulations systématiques des services de renseignement et de l'ANP, donc l'armée nationale populaire. Alors pour que, les raisons que je pourrais expliquer, c'est que Zitouni était un idiot. Donc bon, j'ai rien contre les vendeurs de poulets, mais je veux dire, il n'avait pas ce que j'appelle un certain sens de la stratégie. Ce n'était pas un intellectuel, ce n'était pas un stratège. Et donc effectivement, il était facile quand même de le manipuler. On sait pertinemment qu'en juillet 96, Zitouni fut tué par des éléments de la section de Médéa, du GIA composé par Ali Ben Hajar, et fut remplacé par Antar Zouabri, hein, ou Antar Zoubari, selon les termes, tout aussi extrême, hein, il faut être honnête. En février 87, en 97, pardon, le groupe de Ben Hajar quitta la GIA pour former la Ligue islamique pour le Da'wa et le Jihad, connue par le LIDD, mais très peu, je dirais, cette ligue n'a pas duré très longtemps. Les premiers massacres datent de cette époque, quoique cette histoire demeure un peu, je dirais, peu claire sur là-dessus, hein, parce que les premiers massacres qui ont été perpétrés à Médéa en fin 96 auraient visé les familles de fidèles, la cause islamiste, mais opposé à l'extrémisme de Zitouni Zouabri et du groupement des Mouahidoun, hein. Donc par la suite, le GIA de Zouabri mit en pratique, je dirais, l'interprétation extrême de Takfir, même massacrer des villages du fils, ça ne posait pas de problème, puisque considérant le peuple comme étant impie. Donc finalement, au fond, tout cela a eu pour conséquence que celui qui refusait, ou ceux qui refusaient son soutien, se voyaient passer par les armes, quels que soient ensuite les facteurs des massacres de juillet, de septembre 97 et de décembre 97 ou de janvier même 98, au cours desquels des centaines de civils ont été abattus. Je dirais même que la vision extrémiste qui orientait alors le GIA était un élément crucial parce que cette doctrine n'était pas celle du groupe Al-Jihad de Ayman al-Zawahiri, principale source d'influence idéologique d'Al-Qaïda, ne l'oublions pas, et numéro 2, mais son adoption par le GIA lui en coûta ses liens avec le réseau d'Al-Qaïda, hein, c'est que les choses soient claires là-dessus. Et effectivement, finalement, tout cela a eu pour conséquence la désintégration du GIA et la fin de la IS. Alors, sans aller trop loin, mais effectivement, quand on voit l'évolution, je pourrais continuer comme cela à expliquer effectivement tous les éléments qui ont permis, je dirais, cette situation. N'oublions pas que le fils porte une responsabilité du départ qui est extrêmement grave, car tout cela n'a pu arriver que dans la mesure où le fils a fait l'irréparable. Donc il faut bien comprendre que même s'il y a eu évolution dans sa doctrine, il n'en demeure pas moins de sa responsabilité dès le départ. Même si ensuite on ne peut plus lui incomber certaines responsabilités concernant des mouvements les plus extrémistes, il faudrait préciser que l'extrême complexité de la vie politique algérienne, même si effectivement dans mon analyse beaucoup de choses sont à redire, et je me fie à notre ami Rémi Krem là-dessus pour m'apporter d'autres informations, et Dieu sait qu'il doit en avoir. Il faut quand même avoir une grande prudence quand il s'agit de tirer des leçons pour les appliquer ailleurs. Et même s'il devrait cependant être clair que je dirais que la responsabilité de la déstabilisation de l'État ne peut être entièrement attribuée à un seul acteur, et où le comportement tout à fait, je dirais, anticonstitutionnel du fils dès le départ par ses revendications et peut-être ses slogans, le problème, c'est la grande question, c'est est-ce que ces partis auraient dû continuer à être, je dirais, légalisés pour éviter une déstabilisation et une situation telle qu'elle a été définie. Certains se sont engagés dans cette analyse, d'autres considèrent qu'il aurait fallu dès le départ interdire toute, je dirais,
toute rébellion. Maintenant, il n'en demeure pas moins qu'effectivement, je pense, et ça c'est mon analyse personnelle, que la destruction de la politique de Boumedienne et cette orientation vers un libéralisme et un capitalisme mafieux qui a eu pour conséquence de laisser la population dans une véritable pauvreté n'a pas, je dirais, favorisé effectivement, euh, a favorisé, pardon, euh, une amélioration de la situation et a favorisé l'émergence de groupes islamistes. Surtout attendu qu'effectivement, que tout cela reste, même si effectivement cela reste hypothétique, et c'est lié finalement à un ensemble, je dirais, des acteurs politiques, que chacun, même si encore aujourd'hui continue à revendiquer une légitimité historique, ou se réclamer effectivement de textes, je dirais, sacrés pour justifier leur position et ambition, même en modérant, je dirais, puisqu'on peut le constater ces dernières années, certains ont rentré dans une certaine politique de modération. Je peux considérer que toutes ces attitudes ont contribué à une impasse idéologique initiale. Autant, je dirais, les islamistes que leurs adversaires ont tendance à invoquer la proclamation du FLN du 1er novembre 1954, notamment dans son objectif déclaré de restauration d'un État algérien souverain, démocratique, social et dans le cadre des principes islamiques, comme, je dirais, une légitimation incontestable de leur point de vue, je dirais, opposé. Alors, maintenant, il faut, je dirais, raison garder. Il est important de comprendre que tous ces mouvements n'ont pas, non seulement pas apporté ce qu'ils prétendaient garantir, mais bien au contraire, ils ont été je dirais, des structures très efficaces dans la destruction et dans le retard de certains pays. Nous pouvons constater de ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, de ce qui se passe actuellement en Libye. L'Algérie a échappé à cela, bon, au prix de 200 000 morts, ce qui est quand même un lourd tribut. Alors, je ferai d'autres audios concernant effectivement ces situations au fil du temps et tonnes je dirais, d'informations que je possède. Mais c'est difficile à synthétiser parce que il faut remonter cela comme un puzzle et à chaque fois il y a toujours une nouvelle information qui vous projette dans une autre dimension, puisqu'il faut savoir qu'aussi il y avait des ramifications avec l'étranger, avec des groupes armés, avec des conceptions différentes venant effectivement d'une façon exogène et endogène. Donc c'est assez compliqué. Donc voilà, en tout cas je voulais vous parler un petit peu de la situation, de ce qui s'était passé d'une manière générale et de cette responsabilité finalement au fond d'autorités qui ont préféré se lancer dans une course effrénétique au capitalisme spéculatif et au libéralisme en ouvrant effectivement les marchés afin de s'en foutre plein les poches, excusez-moi de l'expression, et d'un mouvement islamique qui voyait dans la faiblesse d'un gouvernement corrompu le moyen par-dessus tout pour essayer aussi également de ratisser la chaise. Donc finalement au fond tout cela n'aurait peut-être pas été à l'époque de Houari Boumedienne, je n'aurais pas vu un front de salut islamique voulant émerger. Et ce qui tente à nous dire que quand un gouvernement n'a pas d'idéal ou quand un système finalement n'est que la garantie de ceux qui sont au pouvoir et qui n'a plus rien à apporter au niveau social, et bien finalement les forces obscures reprennent le relais. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine chronique et je tiens à m'excuser tout d'abord pour le temps que j'ai mis, mais ce genre de situation nécessite énormément d'explications et de développement et pourtant ce n'est qu'un essai d'interprétation et ma foi vu à travers mon prisme et donc pour certaines informations ça n'engage que moi, pour certaines je dirais appréciations. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine chronique.